Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on parle de collaboration entre deux disciplines, le design et le développement de produits numériques. On parle de comment on peut collaborer de façon plus efficace ensemble, mais aussi du rapprochement des deux disciplines qu'on est en train de voir depuis quelques années. Je reçois un designer, Alexis Wolzefen, et un développeur, Mathieu Larue, pour discuter d'outils, de techniques et de processus de collaboration. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Pour la première fois dans le podcast, on a un sujet qui n'est pas 100% lié au développement. On parle aujourd'hui de collaboration entre design et dev. Chez Mirego, c'est quelque chose qui est bien présent dans notre façon de faire parce qu'on a autant de soucis du détail au niveau visuel, donc UI et UX, qu'au niveau de l'engineering des produits qu'on développe. Puis on cherche toujours à améliorer comment on travaille, comment on collabore entre ces deux disciplines-là. Puis c'est pour ça que j'avais envie de jaser avec quelqu'un de chacun de ces deux domaines-là, design et dev. Donc j'ai avec moi deux membres de l'équipe de Mirego. Alexis Wolzefen, designer de produits numériques, et Mathieu Larue, développeur spécialiste Android. Donc, bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Si on se recule un peu de quelques années, on revient un peu dans le passé, en termes de collaboration, design, dev chez Mirego, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous, votre perspective? Comment vous avez vécu ça? Je sais qu'Alexis, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Ça fait quand même quelques années que tu es chez Mirego. Comment vous avez vécu ça, autant au niveau design que dev? Toujours sa parole. Ok, ben moi je suis arrivé ça va faire 2 ans en novembre dans l'équipe de Mirego. Puis à l'époque, j'avais récupéré un gros projet d'un autre designer qui s'en allait. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer que j'ai mis la main à la pâte dans les projets de Mirego. Et c'est aussi la période durant laquelle l'équipe de design s'est consolidée. Fait que je suis pas vraiment arrivé avant parce qu'on dirait que c'est une phase qui a démarré il y a 2 ans. Ok, ouais. Puis avec Ça tout coïncide avec quand toi t'es arrivé. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai pu observer toute cette évolution-là. Puis, tu sais, on est passé de... Je sais plus combien il y avait de designers à l'époque, mais maintenant, on est déjà une dizaine. Et ça a amené tout ça avec le temps, toute une structuration de travail autour de la collaboration, justement. C'était un gros point sur lequel on travaillait. Mais par contre, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est qu'on était en contact constant avec l'équipe de développement. Puis ça, c'est un truc qui m'a vraiment fait triper. Mon quotidien était avec l'équipe de développement. Je travaillais à côté d'eux. On s'appelait, enfin, c'était la pandémie à l'époque. Ouais. On passait énormément de temps à discuter. Et on parle toujours de craft ici chez Mirego, mais ça existe vraiment. Il y a un côté, je sais pas si c'est le bon exemple, mais, Bâtir, vraiment. ouais, comme, tu sais, les projets avec des potes, là. Ouais, C'était comme, ah ouais, non, vas-y, t'as une idée, ok, vas-y, on va tester ça, etc. Puis, je crois que c'est la proximité qui apporte ça. c'est la base de la collaboration, en fait, probablement de fait de on est ensemble, même si c'était peut-être pas nécessairement physiquement ensemble au début, mais tu sens que c'est on bâtit ensemble un produit. Autant tu sais, il peut pas avoir juste du design, il peut pas avoir juste du dev, ça prend les deux ensemble. Faut qu'on livre ensemble quelque chose. Là. Ouais, Et je veux dire que ça crée une bonne synergie en partant qui fait il faut qu'on collabore ensemble. ouais. Puis la collaboration aussi, beaucoup, c'est tu, tu tires à profit de l'expérience de chacun. Ouais. Ah oui. Tu sais, juste une feature, là, ton designer va peut-être avoir une image ou quoi, mais peut-être ça fait la 4e application que le développeur travaille dessus, puis C'est là, de tu cette- vois les erreurs qui ont été faites et tout. Ouais. Se challenger, si on veut aussi. Ouais, c'est ça. D'apporter son expérience, de dire, ah oui, tu me proposes ça de telle façon. Tu sais, des fois, on peut sauver des coins en le faisant d'une autre façon parce que ça va être plus facile. Fait que c'est vraiment de se challenger dans Ouais. les deux sens, là, vraiment. Ça, je pense que probablement, tu sais, mettons, moi, avec une grande expérience de plusieurs années aussi chez Mirego, je pense que ça a toujours fait partie de cet ADN-là, du craft, là, de se challenger autant d'un côté comme de l'autre. Puis, tu sais, si on parle de. Là, on parle de l'état, mettons, présentement, où l'ADN, ça a toujours été ça, tu sais, au côté, mettons, core. Comment ça se traduit dans du quotidien? Tu sais, mettons, Alexis, tu es arrivé, tu sais, tu dis que tu as vu cette transformation-là se faire. Comment ça s'est fait concrètement? Je te dirais que c'est la structure, le grand mot qui va revenir. Quoi. Mais déjà, personnellement, je suis un gars de structure. Tu sais, j'ai vraiment besoin que... C'est le fun de travailler, de jaser, tu sais, Un peu casual, informel. Ouais, c'est ça, là, mais du chaos et la beauté, mais à un moment donné, pour la bâtir, il faut une structure. Le gros travail qu'on a voulu faire dans l'équipe design, c'était ça. Il y a beaucoup de choses qui se font en même temps dans l'équipe. Mais
on travaille tous de façon différente. Donc, on utilise Figma, c'est notre outil principal. Puis, c'est là-dessus qu'on va faire les end-off. Puis, la structuration des nouveaux projets Figma qui commencent à être mis en place en ce moment. Ça, c'était un gros travail qui a duré pas mal de mois. Là, puis, là, j'ai vu une évolution énorme. Tu sais, juste le principe de dire, de base, on a des style guides, des couleurs Ouais. partagées, tu sais, des variables, voire même des design tokens, mais ça, on n'est pas encore rendu là. Ouais. Enfin, pas loin, là. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Tu sais, des fois, tu avais des maquettes, tout ça, mais comme que tu l'as mentionné, c'est vraiment la clé là-dedans, c'est la structure. Parce que des Ouais, fois, ouais. c'était pas nécessairement toujours bien structuré ou, tu sais, ça faisait, si on veut, la job, entre guillemets. Mais le fait d'avoir une structure fait en sorte que ça se translate, si on veut, en anglais, là, dans le code. C'est que le code devient aussi, par la bande, plus structuré. Ouais. Donc, ça fait qu'on a des couleurs qui sont mieux organisées, on a des styles avec des polices de caractères que la structure dans le code est vraiment mieux aussi par la bande. Fait que, il y a vraiment, je pense, ce concept-là aussi qui est bien, qui part en fait du design, la structure du design. Ouais, ouais, bah, de la mise en place dès le début. Moi, dès le début, j'aime bien collaborer avec l'équipe de développement pour savoir comment, avant même d'avoir conçu, là, histoire de savoir déjà Ouais, comment ouais. on organise les choses. Mais je pense que ça vient en parallèle avec la complexification de faire des produits en général. Tu sais, c'est fini une application où tu as une bière, tu la penches, puis elle descend. Là, tu sais. Ouais, là, Là, ça maintenant, au marche. jour d'aujourd'hui, une application, c'est énorme comme produit. Là, tu sais, même si tu vois 3-4 écrans, en réalité, le travail qu'il y a derrière, il est gigantesque. Tu es obligé de cadrer ça. Tu veux pas non plus faire face au legacy, c'est comme qu'est-ce qui on n'est pas à l'abri qu'un designer devienne malade, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un d'autre récupère le projet? C'est pas le fun de travailler avec des projets tu sais, où tu comprends pas, tu rentres dans un projet puis tu comprends pas. Fait que d'où le chaos que tu dis tantôt de la personne qui, elle, travaille là-dedans, elle est bien, je m'arrange, je connais mes affaires, ça fait un an que je suis là-dessus. ouais, Puis c'est là, ça. après ça, de transmettre ça à quelqu'un d'autre, côté pérennité, puis tout, ça a pas beaucoup de valeur. Ce qu'il nous fallait, nous, c'est une source de vérité, Mm. puis savoir dire sur quoi on travaille en ce moment, puis qu'est-ce qui a été fait avant. C'était les 3 questions qu'on voulait répondre. Il y a un truc tantôt que vous avez mentionné qui m'intéresse vraiment beaucoup, le fait, tu sais, que est-ce que vous diriez que le design s'est rapproché un peu plus du dev? Parce que, tu sais, mettons, quand on est rendu à écrire du code, il y a une notion de système, bon, des couleurs, faut codifier un peu ce visuel-là. On parle de components, de système là-dedans. J'ai l'impression que le design s'est rapproché c'est plus des maquettes, c'est plus des œuvres d'art ou juste Ouais, du ouais. visuel. Il y a non, non, là, déjà, je pense à cette composante-là, là, c'est pas juste des pixels, là, ça va après ça être mis dans du code, puis la friction, le pont entre design et dev s'est rapproché parce que le design, c'est plus collé au dev. Ouais. Ben, je dirais même avec des outils comme Lottie. Tu sais, Ouais. t'intègres déjà là une animation qui est déjà codée, entre guillemets. Tu sais, c'est la première chose qui me vient en tête déjà là. T'as un fichier JSON qui contient déjà toutes les transitions, toutes les rotations. Fait que déjà là, je pense que c'est un bon exemple de design qui est, tu sais, la ligne est rendue très mince. Puis ça passe par l'outil. Parce que passe par- l'outil, tu fais faire, OK, parfait, je vais crafter mon animation. Ouais. Puis après ça, vas-y, le dev, intègre ça, codifie-le toi. Après ça, toi, prends cette job-là, prends ce visuel-là, puis rends-le en code. Non, l'outil fait déjà partie de la job. Puis ça prend vraiment le designer pour faire ça, parce que même si le développeur possède cet outil-là, c'est pas donné de faire une belle animation déjà là. Ça prend vraiment cette qualité-là de designer là, pour que ça sorte bien. Tu sais. Même si tu serais capable de le faire, tu sais, si tu étais capable. Mais, Ouais. ouais. Mais je réfléchissais à ce sujet-là de. Tu sais, je sais pas si c'est la limite, si ça se rapproche ou si c'est juste la limite est plus diffuse. De la même manière, tu peux te demander si du PHP c'est encore du back-end, là, tu sais, genre. Mais c'est le. J'ai l'impression que allez, on avait séparé le design et le développement, alors que dans tout ce qui est ingénierie puis design industriel depuis toujours, un designer connaît son matériel, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Il étudie le contexte, il étudie beaucoup de choses, mais il connaît le matériel. Puis, tu sais, on parle de designer des années 50, là, puis Uh-huh. il savait ce que c'était, le matériel qu'il fallait comme un architecte, connaît les prix des matériaux pour pouvoir faire des choix intelligents, pardon. Je crois que le code est rendu suffisamment accessible maintenant pour que n'importe quel designer puisse comprendre le matériel qu'utilisent les autres personnes pour concevoir ce qu'elle va faire. Et c'est ça qui permet de discuter plus de manière plus fluide. Sans Mais c'est intéressant aussi, ça, un truc qui est, on dirait que c'est un débat ou une discussion qu'il y a depuis nombre d'années dans la communauté qui est-ce qu'un designer devrait, un designer devrait savoir écrire du code, connaître le matériel. C'est intéressant, j'avais jamais vu cette perspective-là de autre type de design et autre type d'ingénierie. Puis y a-tu des skills qu'un ou une dev pourrait posséder, justement, parce que je veux dire que les gens, après ça, qu'il faut qu'ils l'implémentent.
pourrait avoir des skills plus de conception puis de design. Ouais, ben il y a des réflexes pour l'harmonie. Ouais, ok. Ça, il y a deux choses, il y a l'esthétique, l'harmonie, puis il y a le UX. Il y a des choses intéressantes. Je discutais avec un de nos développeurs ici qui a un passé de jeux vidéo, Ah. où lui, il a un gros bagage UX super intéressant. Puis on a eu des discussions sur des features où il a challengé. J'ai fait, mais oui, mais bien sûr que c'est bien, c'est parfait ça, parce qu'il avait les mains dans le cambouis, comme on dit. Là, tu sais. Ah ouais. Et lui, il a juste fait tourner les réflexes qu'il avait avec le jeu vidéo. Puis, ouais, je pense que les skills peuvent. Ça en prend, en fait. Ouais. Ça en prend aussi pour pouvoir soulever des points, que ce soit au niveau de l'accessibilité ou c'est sûr qu'un développeur qui possède des skills, si on veut, de UX, puis même comme tu disais, d'agencement de couleurs, c'est définitivement un must, en fait, à avoir. Là. Ça prend ce souci-là aussi du détail, si on veut, Ouais. pour pouvoir intégrer comme du monde, puis être le plus pixel perfect possible, selon moi. Parce que fait que, ultimement, si on synthétise ça, pour faire le meilleur produit possible, ça prend l'équipe design, les gens qui font du design connaissent la matière, dans le fond, ce qui va être bâti, mais de l'autre côté aussi, les gens qui bâtissent, il ne faut pas qu'ils soient non, on ne veut pas être exécutant. Fait que faut avoir des skills de non, le produit que je bâtis, C'est un beau mélange des c'est deux. un beau mélange des deux. Il y a du produit aussi là-dedans, il faut que j'aie ces skills-là. D'un autre côté, si tu veux faire l'avocat du diable, t'as pas envie d'obliger des designers à comprendre le code ou à s'intéresser au code en leur disant t'es bon dans ce que tu fais, tu peux juste continuer à faire ça. Enfin, il y a ce truc aussi. Mais c'est une grande question. C'est la grande question. Oui, ben tu sais, puis on se rendu là, il y a un range de c'est pas, OK, Ouais, tout le monde doit être généraliste et chaque être humain dans une compagnie doit pouvoir faire, OK, je maîtrise Figma, je maîtrise PHP, comme tu as ton exemple Mais- tantôt, mais le développement iOS, le développement Android, c'est correct d'avoir des spécialités, mais il faut quand même avoir un certain range de connaissances de base, je pense, ouais, c'est ça. tout, là. Ce qu'on appellerait logique de développement, enfin logique de programmation. Que moi, je faisais du front avant, mais je connais pas nécessairement Swift ou Kotlin, ok. etc. Mais je comprends la logique de layout, plus ou moins. Je comprends aussi la logique de. C'est De- comment organiser mon code pour le livrer en tant qu'instruction, tu sais. Ah, puis c'est Mais je connais pas Puis- la matière. Puis par la bande, peut-être les cas plus penser aux cas limites aussi. Je pense que ça t'amène à ça. Tu sais, ah oui, je fais un certain layout si on veut, puis il va se passer quoi quand on a une taille d'écran Mhm. plus petite, une taille d'écran plus grande. Fait que je pense que directement relié à ça, c'est de savoir un peu comment ça fonctionne en arrière. Ça peut t'amener à penser, dire ah oui, je pourrais le designer de telle façon, mais je le sais peut-être que le développeur va avoir un peu plus de difficulté en pensant à quel genre de layout qu'il va utiliser. Donc, si je le design peut-être d'une autre façon, ça va peut-être mieux scaler. Ouais. Ou dans le sens inverse, si ça va peut-être mieux shrinker, si on veut. C'est ça. Fait Puis que, ouais. là, si on se repasse encore en avocat du diable, quelqu'un pourrait dire OK, mais dans le fond, de connaître les contraintes, connaître les possibilités, tout, ça peut restreindre ta créativité, mais non, c'est pas le cas. Ça va aligner ta créativité pour être certain que ce que tu produis en tant que design va être, ben oui, prêt à être implémenté, puis il n'y aura pas, tu sais, ces contraintes-là, ces enjeux-là vont ressortir au dev, tout aussi bien que le designer ou la designer soit conscient de ça, puis les règles dans la conception et non le règle au dev. Puis ces contraintes-là, on s'entend, c'est pas toi ou moi qui le payons, c'est l'utilisateur, tu sais. Ouais. Fait comme Ça, c'est on est- Si tu veux bâtir un meilleur produit, il faut que ces contraintes-là soient raisées quelque part. Ouais. Ça dépend de ton média aussi. Tu sais, si tu développes une application mobile avec des tailles d'écran qui vont être un peu différentes peut-être que sur le web, qui peut peut-être scaler un petit peu plus comme. Ben, je dirais pas à l'infini, là, mais tu sais, le scale est quand même assez différent là, si Ouais. on veut. Fait que faut avoir ça en tête, définitivement. Fait que, et ces contraintes-là vont exister de toute manière. Fait que aussi Ok. bien les avoir en tête au niveau du design. Là. Est-ce qu'il y a d'autres, là c'est intéressant, je vais en aller là-dessus, les différences entre web, mobile ou autre plateforme au niveau collaboration, y a-t-il des différences? Au niveau collaboration, Ouais, donc au niveau contraintes, j'avoue qu'il y en a quand même quelques-unes parce que chaque plateforme a ses possibilités et ses compromis, mais au niveau collaboration, moi je te dirais que j'ai plus besoin de collaboration dans le produit numérique d'applicatif, par exemple, OK. qu'en web. Sans doute parce que le fait que je l'ai étudié, le web, mais c'est accessible aussi. Après, dans le web, tu as ce truc de tiens, tu feras le mobile. Tu vois ce que je veux dire? OK, Les oui. devs se ramassent beaucoup à comme devoir adapter eux-mêmes. Puis là, ça demande un jeu de collaboration aussi, tu sais. Mais Parce en tant que designer, ça revient au fait de dire, ben, il faut que tu aies
des connaissances. Hein. C'est quoi les. Il faut que tu connaisses bien ta plateforme. Peu importe c'est quoi la plateforme, il faut que tu connaisses bien qu'est-ce qu'elle te permet de faire et qu'est-ce qu'elle te permet pas de faire. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais comme je disais, on est aussi dans le produit, on est dans l'outil, nous, beaucoup. Fait qu'il faut aussi ranger ça. J'ai l'impression des fois qu'il y a il y a des produits qui sont une extension de communication. Fait que là, l'ADA va être le plus important. Là où nous, on est dans l'outil, puis l'utilisabilité va être le plus important. Fait que c'est deux collaborations aussi intenses, mais dans des optiques différentes, j'ai l'impression. Au niveau de la rigueur sur les styles, tout ça, ça doit être vraiment semblable. Tu sais, de la façon que les styles sont définis, on parlait tantôt soit de design token ou euh, est-ce que tu vas faire tes styles d'une différente façon? Si c'est pour le mobile ou pour le web, ou ouais, ça va être de la même façon pour le web aussi. Ouais, ouais, je pense bien. Ouais. OK. Fait à ce niveau-là, au niveau de comment est-ce que tu vas faire certains agencements de couleurs ou certaines typographies que tu vas choisir, il n'y aura pas vraiment de différence dépendamment du média. Ben là, c'est un bon coup. Il y a la typographie native. Bon, OK. C'est les petits détails, tu sais. Hein? Mais on utilise beaucoup les fonds de système en web aussi pour du loading ou ce genre d'affaires. Mais ce qui est super important avec le natif, c'est la capacité à être adapté. Puis le fait que l'équipe de Google, puis l'équipe d'Apple, ils travaillent sans cesse sur ces fonds-là pour être adaptés à tous les écrans qui commencent à sortir. Tu sais, comme Fait que c'est si intense. Fait que si tu veux embrace la plateforme le plus possible, tu dois connaître ça. Et donc, oh ben là, finalement, mais la fonte, ça va être celle-là. Je vais limiter mon choix créatif parce que Apple ou Google ont pris cette décision-là pour moi en disant c'est cette fonte-là qu'il faut que tu utilises. Ouais, mais si on va à l'extension, ben, ils disent pas ça, mais moi j'aime bien ce faire choix-là, puis garder mes grosses fontes pour le côté personnalité du brand. Mais tu sais, il y a ça c'est une appli, les applications sont sur le téléphone. Pour les auditeurs, je tiens un téléphone en main. Mais quand je suis dehors, il y a du soleil dessus, tu vois. Ouais. En web, si c'est des sites d'achat, ça va être vachement sur desktop. Puis là, il y a pas toutes ces contraintes-là aussi, tu vois. OK. Et donc, ouais, il y a ce côté-là aussi. Tu l'as constamment dans ta main, tu es beaucoup plus proche de toutes les capacités physiques des gens aussi. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un bras cassé? Tu es daltonien, tu es dyslexique, tu es sur un petit écran, faut gérer tout ça. Fait que oui, tu es obligé de connaître le système pour pouvoir créer de l'adaptabilité. Parce que le but, c'est d'être inclusif le plus possible. Mais moi, j'avoue que j'ai dû. Personnellement, là, moi, j'étais dans le web avant. Je suis arrivé ici pour faire du produit numérique. Et j'ai vraiment dû apprendre beaucoup, là, tu sais, c'est sûr et certain. Puis c'est grâce à la collaboration de dev que j'ai appris. Parce que je savais pas par où commencer. Puis c'est grâce aux devs que j'ai pu discuter qu'on a comme c'était les bases, là, tu sais. OK. Cool. Si on parle plus de, c'est drôle parce qu'on en a nommé depuis tantôt, là, tu sais, des outils, des techniques de collaboration. Puis, tu sais, c'est correct qu'on tombe en mode de plus vulgarisation ou vraiment des expliquer. Là. Qu'est-ce qu'on veut dire par des style guides, des design tokens tantôt, des design systems. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ok, on rentre dans un gros sujet là. Design system, la définition, elle est vachement variable sur le web, je trouve. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais peu importe les articles que tu lis, ça va toujours être différent. Moi, je considère un design system comme étant quelque chose d'agnostique de design et développement. Le design system, c'est un composant qui est conçu et codé. Fait que c'est hébergé sur une plateforme. Tu as un composant, c'est un composant de bouton, puis tu as son code, puis tu as des guidelines d'utilisation. Avec des limites d'utilisation. Ça, c'est un design system. Moi, ce que je fais, c'est des librairies de composants, guide de style, puis librairie de pattern d'utilisabilité, tout ça, je pense. Pour le guide de style qui va regrouper plusieurs attributs, que ce soit les couleurs, que ce soit justement l'espace entre les caractères d'une police. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça va regrouper tout ça, en fait, là, l'ensemble des styles. Là. Ouais. Mais puis ton design system, là, toi, ce que tu dis, c'est que tu livres pas ça parce que tu livres pas le code qui vient avec. Un design system vient avec l'implémentation de ces styles. Exactement. Ouais. Tu sais, il y a des storybooks, JS, je pensais, il y a des. J'ai oublié les noms, mais il y en a plusieurs. Là. Une fois qu'on finalise, on est en train de collaborer, on travaille de ça. À un moment donné, il y a une étape qui, ça va s'en venir sur certains projets là, où on va commencer à utiliser ces plateformes d'hébergement-là. Puis là, ça va être de la pure collaboration design dev. On va organiser ça. Puis l'utilité de ça, c'est pouvoir créer de l'écosystème, quoi. Ça va être vraiment utile pour des produits, des compagnies qui ont énormément de. Je vais donner des exemples, mais genre Uber, Shopify, ils ont un design système hyper robuste parce qu'ils sont partout. Là, donc, parce que ce système-là permet de décliner, après ça,
fournir un genre de boîte à outils pour n'importe quelle personne dans l'équipe, ou même de l'externe, quelqu'un qui veut développer une extension pour Ouais, c'est ces ça. outils-là. Mais oui, OK, j'ai mon système. Non seulement parce que ça, on le voyait quand même beaucoup, là, des sagas, tu sais, mettons, Lonely Planet avait ça, tu sais, vraiment des guides d'utilisation de brand et de style. Mais là, on parle de niveau au-dessus qui est. OK, ben là, j'ai actually le component en code que je peux mettre, Ouais, ouais. que je peux drag and dropper dans mon code d'application, puis ça fonctionne. Parce que le code fait partie, enfin, je sais pas, j'allais dire fait partie de ton brain, mais oui et non, ça dépend comment on peut le concevoir, mais Mais, la qualité de ton code, tu sais, la manière dont OK, tu ouais. vas agencer tout ça, ça fait partie de l'équipe qui fait le cœur de ton compagnie. OK, c'est intéressant. Fait que c'est pas juste, OK, l'équipe de compagnie X produit mettons, un design system. C'est pas juste, OK, cool, ils ont standardisé leur style visuel, tout. Ah non, ils ont standardisé aussi les attributs que tu passes à ces components-là, c'est quoi les patterns de même programmation qui sont utilisés. Puis moi, je dirais même au niveau UX, tu sais, animation, transition, plutôt, tu peux pas représenter ça nécessairement juste visuel. Faut que tu l'implémentes somehow. Fait que Ouais, ça prend du code pour dire, OK, ben, quand tu fais un mouse over ou quand tu fais un tap sur un bouton, voici ce qui arrive. Mais là, ça serait le fun de le coder, là, tu sais. ouais, c'est ça. 100%. Puis tu as dit UX, mais c'est vraiment ça. Mm. C'est dans le design system que tu vas dire, yo, ta sidebar, l'animation, ça va pas être une width qui change, là, ça va être une transform, tu sais, pour pas, tu vois, pour éviter le petit laggy effect, là. Ouais. Ouais, c'est la qualité de ton brain quand il est sur le numérique, quoi. Puis là, quand on parle de design tokens, Ça, c'est encore une autre chose, C'est selon quoi ça? ce que je comprends. Ça, c'est une approche selon moi. C'est comme, OK. c'est une philosophie presque. Tu sais, c'est des variables imbriquées techniquement. Ça ressemble à ça. Tu pars du plus spécifique possible. Dans le fond, tu pars en fait de la couleur, littéralement à son plus bas, Simple expression. à sa plus simple expression, qui peut être un code en hexadécimal ou peu importe comment elle peut être représentée. Puis tu t'en vas, tu sais, tu découles ça en fait vers un style précis, si on veut. Donc, Ouais. on peut dire, OK, tu as une couleur qui va être bleue, là, littéralement, en hexadécimal. Tu vas lui donner un nom, puis ensuite de ça, tu vas pouvoir l'utiliser dans des styles reliés à des boutons, reliés à des textes, reliés à Ouais, peu importe ce qu'il faudra bien utiliser cette couleur-là, dans le fond. ouais, c'est ça. C'est, Ça s'applique autant couleur que fonte, même dimension. Voilà, ouais, dans le fond, c'est de nommer des choses. Des valeurs, ouais. Nommer des valeurs valeurs. pour que ces valeurs aient un sens et non juste, Ouais. mais c'est 8 pixels. Ah non, là, ça c'est la largeur qui est. Après ça, va servir d'unité de base pour décliner les autres multiples qu'il y a dans l'application, mettons. Ouais, puis ça va faire en sorte que ça scale beaucoup mieux parce que la journée que tu décides de dire cette couleur-là, elle fait plus pour les boutons. Tu sais, j'en veux une autre, mais nous autres, on va l'avoir codée. En fait, on va l'avoir utilisée. Si on n'utilise pas ce principe-là, on va avoir cette couleur-là partout dans le code, puis personne ne va avoir à faire un find and replace pour ouais, c'est ça. cette fameuse couleur-là qui peut avoir de l'alpha dedans peut-être ou pas. Donc, ça peut devenir vraiment comme un cauchemar à gérer. Sinon, de cette façon-là, si tu as plus une notion de style qui est appliquée à cette couleur-là, donc, hey, c'est au lieu d'être tel bleu, c'est le bleu du bouton qui est nommé, ben, on va aller juste changer sa valeur en arrière qui correspond. Puis ça va être changé partout. Fait que, Moi, c'est ce que je trouve qui est cool parce que tu sais, tu dis find and replace, ça serait pas tant complexe à faire un find and replace. Là. ouais. Mais c'est ce que je trouve cool, c'est encore une fois, c'est le design qui se rapproche du dev. C'est on Ouais. nomme des choses. C'est pas se dire, bon, ça c'est 22 pixels de large, puis ça c'est bleu Ah non. 000FF. Là. Non, C'est une référence. ça a c'est une référence, Ouais, c'est une constante, c'est un token, ça Ouais, vient ouais. vraiment se lier au code. Là. Puis c'est écrit avec le développeur. Ça évite d'avoir le bleu clair, le bleu plus clair, le bleu encore plus Ouais. clair, mais pas trop gris non plus. Enfin, tu sais, comme. C'est intéressant parce que dans un projet, ça doit faire en 2015 ou 2016, chez Mirigo, on avait un projet, mais on s'est dit, comme experiment, on va nommer toutes les couleurs. Puis au fur et à mesure que le projet avance, c'était comme si c'est juste, en fait, c'est une initiative de nous, l'équipe de dev. On s'est dit, on va les nommer, nous autres, là, de tel mauve, tel mauve, tel mauve, on va les nommer. Mais là, plus le projet se développe, plus le projet, il y a une nouvelle maquette, nouveau component, puis il y a des nouveaux mauves Ouais. qui sortent. Puis là, t'es comme, tu lèves ta main, ben, hey, on devrait se coller sur le mauve tel, le mauve X, le mauve Y, là, on devrait se coller là-dessus. Ah, ben oui, ça a du sens. Fait juste aussi au niveau constance, ça peut aider, juste Ouais, pour c'est avoir une vrai. certaine facture visuelle constante, là. Ouais, Parce que tu te rends compte. d'accord. Oui. La cohérence, ouais. Tu te rends compte que tu deviens qu'à avoir
je sais pas, moi, 10 teintes de mauve, puis tu te dis, est-ce qu'on a besoin de ces 10-là? Ils ont toutes une petite variation. Tu sais, tu regardes le code hexadécimal, il est quasiment identique à l'autre. Tu dis, ça pourrait pas être le même finalement. Puis c'est là, tu ramasses à avoir beaucoup plus de constance. Mais ça, c'est la notion de variable, je te dirais. Ouais. Pas tant de. Enfin, la design token, c'est l'utilisation des variables, mais c'est un processus carrément de. Pour moi, ça raccourcit le processus de. Tu sais, je te dis, mettons, on fait un produit, puis là, moi, je m'éduque et je fais comme, oh shit, je savais même pas qu'il y avait 10% de daltoniens dans le monde. Je vais adapter mes couleurs, je vais faire quoi? Je dois dire, Yo Streets, on se voit, on va se faire une après-midi, on va aller dans le col, regarder ensemble. Le design token, c'est un principe j'allais dire agnosticité, mais je sais pas ça, mais en tout cas, c'est un support agnostique de toute plateforme de développement. C'est-à-dire, moi, à partir de mon Figma, mettons, je vais générer un JSON ou un CSV, si je me trompe pas, qui va être partagé par toutes les plateformes. Mhm. Fait que tu sais, je peux, à la manière de GitHub, juste changer, faire un push, faire un pull request de ton bot, puis toi, tu fais juste que pull, puis ça met à jour toutes les plateformes, tu sais. Ça facilite ce lien-là aussi, tu sais, c'est comme... Fait que ça reste des variables, ça reste des valeurs littérales qui sont passées d'un bord à l'autre. C'est juste qu'il y a un genre de. Une abstraction. Une abstraction, effectivement, qui est, ben, OK, notre code à l'engineering consomme ces tokens-là qui viennent dans l'output de. C'est-tu Figma? C'est-tu un nouvel outil qu'on va utiliser dans 2 ans? On le sait pas. C'est formaté de telle manière, on le consomme, puis on l'utilise. Exact. Puis, tu sais, c'est un JSON, il y a une nouvelle génération de TV qui sort, tu dis, bah, on va faire une application là-dessus. Elle lit le JSON, ben c'est bon, on a le style, tu vois. Ah, C'est parti, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. mais non, c'est cool. Je trouve ça cool. C'est ça, le concept de variable, c'est pas nouveau. Encore une fois, très proche du code, de vouloir tu sais, constantiser puis nommer ces choses-là. C'est ce qui est intéressant avec ce mindset-là de token qui est ben, par défaut, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce qu'avant, j'ai l'impression que dans les dernières années, ça a beaucoup été ça. Ça a été OK, au niveau du dev, OK, là, des outils comme SAS, des outils comme dans les techno ont des variables. On va les utiliser sans trop en parler aux designers. Non, là, ce shift-là se fait. C'est là, maintenant, c'est les designers qui sont comme non, là, ça, c'est pas juste un bleu random. Là. Il y a un nom, il y a un token, c'est celui-là, consomme-le, je l'ai bien choisi, je l'ai nommé, c'est ça. Fait que ouais, je trouve ça cool que ça soit comme inversé maintenant. Ouais. Ouais, mais il a fallu attendre aussi que parce que la variable SAS ou CSS, t'as une variable et une valeur. Tu peux pas imbriquer des variables, je pense. Oui, tu peux combiner des trucs là, ça reste. Oui, tu peux faire peu parce que c'est processé. Je pensais qu'il y avait une limite de un niveau de variable et que c'était CSS variable qui allait ramener ça justement dans le fond, mais je me souviens plus trop. Ben, oui, effectivement, je pense qu'avec ça, en tout cas, ils ont essayé de se coller un peu plus aux variables CSS, là, parce que c'est un langage qui a été inventé, fait que tu peux faire n'importe quoi. Là. Mais oui, les variables CSS, effectivement, là, moving forward, c'est sûr que c'est mieux. Mais non, mais moi, ce que je pensais te dire, c'est au niveau des outils. Tu sais, Figma, ça n'existait pas, là, Non. 5 ans, right? Fait que, on s'est mis à utiliser Sketch avec Zeppelin après ça pour exporter les assets. Il y avait déjà un peu un concept de OK, je vais exporter les styles. Ça a quand même révolutionné comment on travaillait chez Mirego. Là, parce qu'avant ça, là, on parle de Photoshop puis du rasterize, des trucs là, vraiment qu'il fallait extraire, il fallait aller mesurer les trucs. Là. Je pense que Zeppelin, on n'a pas parlé, mais Zeppelin a quand même changé, a fait un gros pont entre design et dev. Là. Attends, avant ça, ouais, Photoshop, tu prenais ton M là, et puis ton carré là. Oui, c'est fou. C'était n'importe. Alors après, tu as Brackets qui est arrivé en disant on va intégrer les maquettes okay, dans le développement. C'était ridiculement lent. Ouais. Puis Figma, il a changé la donne à plusieurs niveaux. Déjà, moi j'ai découvert Sketch quand j'étais à l'école. On a acheté le logiciel à l'époque, puis c'était comme Lifetime, ça coûtait pas trop cher. Okay. Ouais, c'était avant. En tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, c'était 60 € là, tu sais, okay. en Belgique. Là. Ouais. Puis c'était Mac only, là, tu sais, c'était l'UI de Mac et tout. Fallait obligé d'avoir un Mac. Mes parents m'ont acheté un Mac d'occasion pour que je puisse utiliser Sketch. Que j'ai remboursé, je précise, mais Figma est arrivé en mode ouais, mais non, mais nous ça va être gratuit, ça va être cross-platform, c'est web-based, puis toi t'es comme ouais. Puis ils sont arrivés avec énormément de gestion la gestion des styles de texte, a été super rapide, la gestion des styles de couleurs, c'était super rapide et tout, c'était. Les prototypes aussi. Ouais, le prototyping à même l'outil. Parce que Sketch, ils ont aussi commencé à faire énormément de plugins, mais ça ralentissait l'affaire. Nous, si on commence à travailler avec des images, ou des fois quand tu exportes, tu as envie de dupliquer plein de maquettes, puis c'est bien correct, mais après ça, zoom in d'attente, tu dois attendre à chaque fois. Là. Figma, ils sont arrivés, ils ont simplifié la chose, ils ont intégré l'onglet Inspect. Donc c'est à ça que servait Zeppelin. Ouais. Dans l'onglet Inspect, tu as les specs qui sont. Ça, je vous laisserai. Ça tue comme un pro. Ils ont comme remiser un produit existant, on va intégrer ce que le produit fait de bon. C'est du gros bon sens. Ouais, c'est ça. Oui, bon sens, honnêtement. Puis... Pourquoi c'était pas dans Sketch? C'est Sketch à pas. Mais là, ça prend une équipe de dev, ça prend des gens qui développent ces features-là. C'est ça. C'est quand même une grosse équipe. Là.
Mais là, ouais, non, ils ont révolutionné le bazar. Ouais, Mais c'est mais- fou le gap entre ton Photoshop à Sketch. Moi, j'ai trouvé ça fou. Puis, tu sais, ton ouais, Sketch ça, c'était avec ça, Zepman, parfait. ouais. Oh my god, c'est fou. Puis là, t'es comme, ah non, t'as peu le Figma, là, en quelques temps, je sais pas, 2 ans, 3 ans, ils ont complètement pris le marché de c'est l'outil que tu as besoin, puis Ouais, ouais. that's it, là. Mais je te dirais que la transition Photoshop Sketch était encore plus impressionnante que la transition Sketch Figma. Oui. Ça, mais moi, je pensais que vu que c'était impressionnant, ok, parfait, that's it. Ouais. On a réglé le problème, tout est Ouais, cool. c'est bon. Eh ben, en fait, non. Mais non, ça, c'était fou de passer à du vectoriel, de passer. En fait, c'est une belle combinaison entre vectoriel. En fait, Sketch était vraiment adapté à faire des maquettes de produits Mais numériques. c'était le premier logiciel numérique, enfin web. C'est ça, c'était pas. Photoshop, il fait tout. Photoshop, c'est pas modifier des photos là, à la base. Ouais, ouais. Tu sais, fait que c'était vraiment. Sketch était fait pour le besoin qu'on avait de lui. Là. Ouais. Et dans Photoshop, c'était un. Ben, tout le monde connaît ça. On apprend ça à l'école. Puis, ouais, Ça fait la hey, job. Chris, je vais faire des maquettes Ouais. iOS là-dedans. Ça fait un job, Ça mais. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que ça, autant au niveau création pour le design que dev. Puis gestion aussi. Tu sais, la gestion Ouais. dans un projet avec les sketchs. Figma, ce qu'il a apporté, c'est le petit truc que j'ai pas dit, là, mais en vrai, c'est web-based, mais tu sais, comme. Puis c'est cloud. Tu te souviens des fichiers avant? Ouais, non, c'est ça, V2, exact. V3 annulé, V4 Exact. corrigé, t'es droit. Non, ça, il n'y a plus. Ça, c'est un délice. Et veux pas, c'est un processus à part entière. La gestion des fichiers, avoir un drive que tout le monde a accès, de machin, c'est Le super. commenter. On dirait, c'est ça, on Ouais. dirait Ouais, que c'est ils ont, ça. ils ont comme englobé tous les codes d'utilisation qu'on avait dans un seul logiciel qui reste performant, qui reste le fun à utiliser, qui est en constante évolution encore. C'est quand même. Nous, ça nous Mais permet de je- nous concentrer sur ce qu'on fait, quoi. Et pas de devoir gérer le versionning des affaires, que tout le monde a accès à tout, tu sais. Ouais. Fait que, mais bon, après, ça intéresse ce qu'on a commencé à faire avec le design, qui est OK, mais comment on organise nos fichiers maintenant dans Figma, c'est comme. Ils ont les encore composants. des questions à se poser. Ah, Ouais, oui. même les composants. Ah ouais, ben, Tu sais, fait que d'être capable de réutiliser ces components-là un peu partout, d'être capable de voir, OK, c'est utilisé où finalement, tu sais, ce component-là, si je veux le voir dans un autre contexte ou dans une autre maquette, tu es capable de retrouver ça aussi. Fait que il y a cette partie-là aussi qui est bien, je trouve. ouais. Puis, il y a le même concept qu'avec Sketch, les symboles, où ce que tu peux dire, OK, j'ai mon bouton là, j'ai une variable label, je change, je peux le réutiliser, je le modifie, finalement c'est plus orange, c'est vert. Toutes mes autres maquettes l'utilisent maintenant. Ouais, ça c'est quand même. C'est fou parce qu'à l'époque, on était comme. Wow! Puis maintenant, Mais oui, mais ça n'a C'est pas. ça, mais c'est fou, mais tu dis ça à un dev. Ouais. Le dev va comme, ben oui, un gars, c'est une variable, mais on Oui. utilise ça depuis 50 ans. Ben Le oui. fait de change orange pour vert, ben oui, c'est ça que ça doit être partout. Là. C'est fou de. Fait que, tu sais, là, mettons qu'on parle pas du futur, là, mais tu sais, on dirait qu'est-ce que vous pensez qui s'en vient? Qu'est-ce qui. Soit dans Figma ou soit dans les manières de travailler ensemble. On dirait que ça se rapproche, là, c'est quasiment collé. Là. C'est comme est-ce que ça devient juste un métier? C'est une excellente question. Moi, j'ai une vision de. À mon nez, ta maquette, ça va être ton app. Je le sais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus besoin de développeurs. Il y aura besoin de développeurs pour faire encore mieux. C'est sûr, il y aura toujours besoin de développeurs. Mais à un moment donné, tu vas faire de quoi, puis ce sera ton app, quoi. C'est déjà le cas un peu avec Webflow, tout ça. Ouais, des trucs de no-code, on le voit, ça. Là. Avant, c'était Sketch, mais là, ça fonctionne bien. Enfin, Sketch, je veux dire, Sketch, le- foireux, là, mais l'adjectif, c'est l'adjectif, c'était sketchy. Mais là, maintenant, ça s'agence beaucoup bien. Tu sais, le gros problème qu'il y a avant, c'était l'accessibilité par rapport à tout ça, les référencements, tout ça, là. Mais moi, je suis pas mal convaincu qu'on va aller vers ça. Mais que. Enfin, tu sais, la technologie est partout. Tu sais, comme là, on a une TV à côté de nous, on a un laptop, on a un téléphone, on a une montre intelligente. Tu sais, comme. C'est sur ce genre de choses qu'on aura vraiment besoin de plus de. Allez, de vous. Tu dis côté accessibilité, côté indexation, il y a quand même aussi des enjeux de performance. Oui, L'outil, un truc comme Webflow, n'importe quel outil de no-code, ben, OK, est-ce que quand je vais mettre le bouton là, puis que là, quand je vais resizer ou quand mon écran va être plus gros, je veux que ça se comporte de telle manière, on est quand même une bonne. Il reste encore un bon bout avant qu'on puisse Ouais. produire de façon automatique. Là, on n'a pas encore parlé de Parce que- de l'AI, dans genre comment ce code-là va être le meilleur code, comment ça va être engineered de la meilleure manière possible, je sais pas. Parce que justement, ces animations-là, tu sais, ils vivent pas non plus de façon séparée à 100% du code, là. Tu sais, c'est le code qui va décider quand lancer l'animation, ou bien des fois, c'est des animations qui sont, qui sont définies par partie avec des genres de timestamps, là, si on veut. Fait que de comment jouer ces timestamps-là, ou à quel moment, puis fait que c'est sûr qu'on est encore, je pense, loin d'avoir une app qui vit seulement avec des animations, puis qui est Ah non, c'est complètement sûr. dissociée de tout ce qui est de logique. Mais ouais, de
plus en plus, définitivement, je pense que ça commence à ressembler à ça. Là, que justement, ce qu'on parlait comme au début d'avoir justement les animations, là, je trouve que ça a quand même changé pas mal Ouais. la façon qu'on intègre des animations. Avant, les animations, ils étaient faites strictement à bras, si on peut dire comme ça. Fait que tu codais l'animation complètement dans la plateforme. Là, maintenant, tu as une animation que tu es capable d'avoir un seul fichier puis qui joue sur plusieurs plateformes, que ce soit sur le web ou sur mobile. Fait qu'il y a cette partie-là qui s'en vient de plus en plus, je pense, proéminente. Puis mettons pour le tir, au niveau engineering, ben, l'équipe qui travaille là-dessus, open source, ben, ils peuvent améliorer l'engin qui processe ça. Fait qu'il y a encore des challenges d'engineering tout en gardant le côté user-friendly de crafter cette animation-là. Mais tu sais, il existe, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais tu sais, il existe des plateformes où est-ce que tu peux bâtir une interface visuelle qui est des components React, JS, puis que, OK, j'ai ma maquette toute, là, puis un peu comme tu dis, Alexis, à un moment donné, si ta maquette va être ton code, ben, tu fais un export, puis comme, ben, voici ton code qui est pas, ça roule pas, il n'y a aucune business logic, il n'y a pas de, OK, ben là, je vais handler l'événement quand je tape là-dessus, puis tout, c'est pas encore rendu là, on n'est pas rendu là encore, mais c'est prêt à utiliser. Là. Fait que tu as pu, OK, je vais prendre la maquette que l'équipe de design a faite, je vais extraire les trucs, ce commande-là, je vais l'appeler telle affaire. Ah, lui, je vais le mettre à côté de là. C'est comme ça. Nos logiciels sont pas mal. Ton Figma, là, je pense que ça existe, là, ou ça doit exister un plugin pour exporter en component some kind of web ou des Swift UI, des trucs comme ça. Là. Ouais, moi, quand on me demande de faire une. Tu sais, comme. Attends. Ouais, j'ai plus d'exemple en tête, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de pomper un site avec un plugin. Puis il prend HTML, il transforme en Figma. Pas des screenshots, hein. Non, c'est ça. Vraiment de pomper un site et tu peux l'exporter en HTML après. C'est dégueulasse. Ouais. Mais ça fonctionne, tu vois. Mais c'est intéressant, là, ton côté collaboration dev, là, le côté maintenabilité, tout ça, c'est un bon point que ça semble facile. Ah, ben parfait, je vais exporter qu'est-ce qu'un Figma ou qu'est-ce qu'un sketch pourrait me produire. OK, ben ça, le dev, débrouille-toi, là. Là, il faut que tu maintiennes ce code-là. Il y a ça encore, ce gap-là aussi qui n'est pas. Parce qu'on s'entend que Zeppelin le faisait, Figma le fait. Ah, c'est vrai. Mais tu sais, ça, en fait, en tout cas, je sais pas je parlerai pas pour toutes les devs, mais ce que Figma génère, que ce soit comme attribut, tout ça, souvent, on s'en sert pas, tu sais, parce qu'on va s'en servir d'une infime partie, parce que on va se fier sur ces valeurs-là un peu, que ce soit les couleurs, tout ça, mais tous les paramètres de style, souvent, c'est pas nécessairement très accurate, si je peux dire. Ça prend encore un être humain oui, c'est ça. Là. Qui prend ça, puis des fois, ça va dépendre de la plateforme. Des fois, même si c'est comme des attributs, si on veut, que ce soit en compose ou que ce soit, bon, l'ancienne façon de faire des layouts sur Android, les attributs que ça te génère, souvent, sont soit erronés ou ils ne matcheront pas nécessairement avec la font qui est réellement utilisée sur la plateforme. Fait que des fois, que ce soit l'espacement entre les lettres ou quoi que ce soit, les valeurs ne seront pas nécessairement bonnes. Fait que tu peux pas toujours prendre ce que l'outil va t'exporter puis l'utiliser as is. Souvent, il va falloir, ça va prendre ça prend quand même un œil pour tout regarder ça, ce que ça donne, puis dire, OK, ben finalement, c'est différent, il faut que je tweak moi-même mes valeurs. De là, le fait que ça prend des qualités de souci de détail pour ça aussi. Puis l'autre truc qu'on n'a pas parlé, en termes de collaboration, c'est ce que tu mentionnes là de session pairing aussi. Ouais. Oui, les devs, il faut qu'ils soient conscientisés à ça au niveau UI, UX, mais une bonne vieille séance on s'assoit ensemble. Le QA design. QA design, là, soit ensemble physiquement ou ensemble dans une session de travail remote de OK, on regarde ensemble. Oui, le Figma, c'est nice, je l'ai exporté, parfait, je prends ça, mais comme, regarde, ça donne quoi là? T'aimes ça? Non, OK, on va tweaker des affaires ensemble. Il n'y a jamais rien de mieux que de tweakons le résultat final, parce que c'est ça qu'on ship finalement. C'est pas le Figma qu'on ship, c'est la build, l'application web, l'application mobile. De toute façon, on n'est vraiment pas rendu à juste exporter un film en code. Là. C'est vraiment pas ça le truc. Mais... Non, mais moi, je trouve que c'est un truc qui est fou. Là. C'est plus tu te rapproches du design que du dev. Maintenant, quand, là, mettons, Alexis, tu dis là, ah ben là, je vais changer ma variable de vert à orange, puis je vais tweaker là, telle variable pour que ça ait un impact partout. Tu es en train d'engineerer un peu comment ton interface va être montée au final en code. Là. Tu sais, la façon dont moi je vais rentrer mes design tokens va être l'architecture de variable utilisée par le dev. C'est ça, fait que faut que tu aies une conscience engineering. C'est ça, 100%. Et ça, c'est pour ça qu'il faut le faire ensemble, parce que comme on disait, juste la notion de variable fabriquée, c'est comme, tu sais, texte on plate, texte on white ou n'importe quoi. Enfin, c'est comme. C'est jamais une variable égale ça, c'est quelque chose égale une variable qui est égale une variable qui est égale une variable. Ça, tu es obligé de le faire avec une équipe de dev qui a l'expérience, parce que sinon, on perd tout le principe de ça.
Puis ça dépend aussi des plateformes, comme les couleurs primaires, les couleurs de surface, tout ça. Des fois, les plateformes n'auront pas toujours la même nomenclature, ils n'auront pas toujours les mêmes possibilités. Fait que dans ce cas-là, des fois, ça va prendre des cas d'exception. Ou, fait que ouais, ça peut pas toujours être, je pense, universel, là. Ouais. Puis qu'on va coder ça. Il va y avoir des choses qu'on verra pas ou qu'on va penser qu'ils sont corrects, mais que finalement, ça va prendre un peu de recul pour voir ça. Puis même des fois, ça va passer l'étape du QA. Fait que le QA va arriver, va tester l'app, le verra probablement même pas. Donc, quand le designer va télécharger ce build-là, le produit final, il va voir ça, puis il va dire, on va s'asseoir ensemble, puis on va lister, en fait, ce qui est pas parfait, donc pour que finalement, ça soit exactement comme Atteindre un niveau, atteindre un niveau. extrêmement haut. Ouais. Mais non, c'est intéressant, tu disais pépin, mais moi, c'est par expérience aussi, c'est déjà arrivé de. OK, là où le designer va prendre le build app ou le produit web, puis il va arriver, puis c'est comme c'est pixel perfect comme sur comment j'avais designé, mais finalement, je le regarde là, live dans mes mains ou live devant mes yeux. Ça file pas. Ça file pas right, on va le retweaker ensemble. Fait que c'est pas juste un correction de trucs qui ont été mal faits, mais juste OK, ben là, dernière étape, là, à ce temps que je le vois live dans un produit final, OK, tweakons-le ensemble. Je pense que ça, c'est aussi cool. Ça nous permet de OK, là, tout le monde est content après. C'est exactement, même si c'était attendu comme X, mais ça peut être tweaké X un peu, puis on ship ça. Ouais, puis c'est pas obligé d'être justement des pixels, là. Ça peut être justement comme des vitesses d'animation. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent faire, qu'on peut tweaker pour améliorer finalement le produit final. Puis c'est le point le plus difficile, je trouve, humainement. Ouais. C'est bizarre à dire, mais il y a, tu sais, comme, c'est souvent des moments de friction ou des moments où les gens vont peut-être pas avoir la même exigence par rapport à leur expérience et tout. Ouais. Parce que on est des humains, puis qu'on a peut-être de l'ego, on n'a peut-être pas envie de gêner, ou tu sais, comme. Ou ça peut avoir pris le temps d'arriver à un certain résultat. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça, tu vois. c'est Alors, peut-être pas correct. Ouais, on fait ça pour la qualité de ce qu'on fait finalement, puis en équipe, mais c'est sûr, ça, tu sais, historiquement, c'est comme ça. Ouais. C'est vas-y pour un architecte, arriver sur un chantier, puis faire comme, il n'y a rien de bon là-dedans. Ouais. C'est difficile à dire. Parce que l'autre, il a bien fait son travail, mais il y a peut-être une mauvaise lecture à un moment donné, ou une instruction qui est passée croche, ou je sais pas. Tu sais. Mais il a fait un compromis, peut-être. Ouais, c'est un compromis C'est technique. ça. C'est ça, effectivement, il y a pas, le développeur n'existe pas non plus juste dans la vision de je dois mettre en code la vision du designer. Il y a d'autres variables en ligne de compte qu'il faut gérer. Ouais, 100%. Toi, Alexis, c'est quoi? Moi, c'est le setup, l'initiation, ou l'initialisation plutôt du projet. Moi, je remarque, en fait, j'aime pas du tout l'idée de livrer des écrans à des développeurs en disant on se retrouve après, puis je te dis, j'aime bien l'idée de dire, regarde, on va prendre une heure ou deux, puis je vais te présenter les ateliers qu'on a fait avec le client, pourquoi on a pris ces décisions-là, puis petit à petit, on rentre dans le cœur qui est, j'utilise une grille du pixel, fait qu'arrondis pas à des multiples de 5, c'est une grille du pixel, c'est comme, voici comment j'organise mes composants. Si tu as besoin de doc, je les mets tout le temps là et tu peux trouver une manière autonome et tout. Juste d'intégrer, de se mettre tous ensemble dans le même bain, c'est plus simple parce qu'après, tu sais, j'ai presque envie de dire, je vais expliquer tout ça au bar avec une bière, là, puis après, c'est super tranquille. Ça reste informel un peu. Là. Ouais, c'est ça, c'est un côté, enfin, je sais pas, c'est comme, on crée l'état d'esprit d'équipe aussi à ce niveau-là et à ce moment-là, puis c'est là que tu peux dire comme. Moi, je suis souvent fier de donner mes maquettes aux développeurs parce que je sais qu'ils font de l'esti bel job, puis j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire. Tu sais. Fait que j'ai envie de transmettre ça aussi, puis je trouve que ça aide beaucoup. Quand tu as un bon start-up, un bon kick-off, là, on l'a tous sûrement vécu. Il y a beaucoup de questionnements beaucoup de questions qui sont répondues dès ce moment-là, puis c'est ça, ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser, tu sais, le côté expliquer le pourquoi tu en es arrivé là. On le voit aussi avec plein d'autres aspects dans notre job. Il y a un nouveau dev chez Mirego qui rentre. Bon, OK, tu tournes dans le projet, bon, on a certaines normes à respecter, on écrit des tests, on a des normes de LinkedIn, de formatting. Mais si tu te fais juste dire, fais-le, respecte ça, sans comprendre pourquoi on le fait, tu vas déjà être en mode, bon, là, c'est quoi, là, faut que. Ouais. Alors que si tu comprends le pourquoi ça a été mis en place, puis OK, là, tu t'imprègnes de cette culture-là, de OK, oui,
tu te l'appropries un peu, là. Je pense que Ça peut, excuse-moi, mais ça peut même ça peut être te faire expliquer si on veut. Ça peut être du branding même. C'est pour dire, pas juste dire ah, mais mets telle couleur là ou mets tel truc là, mais même là, le branding est fait de cette façon-là. Fait que c'est de là que ça vient, ces décisions de design-là, tu sais, de se les faire expliquer. Parce que c'est pas quelque chose qui est donné nécessairement de savoir quand tu vois des maquettes. Toi, tu vois juste la maquette, tu vois pas le pourquoi en arrière. Ah, c'est exactement. Ouais, puis on va te demander de faire un effort à certains détails, enfin, de respecter certains détails. C'est la moindre des choses d'expliquer la valeur de ton effort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 100%. Fait que, de la même manière que, enfin, ouais, Ben, inversement, quand que, mettons, le développeur a fait son travail puis t'a expliqué le pourquoi que c'est comme ça puis que c'est pas identique, ben, il y a une raison derrière ça. ouais, tu sais, ben, pour ça, exact. c'est ça. Plutôt que juste dire non, mais non, c'est pas possible. C'est comme ça parce que ok, mais attends, je vais t'aider, on va trouver un truc. C'est ça. Ouais, puis ouais, c'est ça. Cool. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment instructif comme discussion. Un grand plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag Mirego Dev Talks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.